retrouvés. Moi, j'avais une petite question à vous poser. Désolée pour mon accent un peu marseillais. Combien ont lu Shatter Me en 2015 quand c'est sorti? On veut vous entendre, on veut entendre vos voix. Ouais, et ma fille, donc merci de l'accueillir comme il se doit. Applaudissez-la. Première question qu'on a voulu te poser, c'est dans Alchimie, James devient le personnage principal central. Désolée, je bégaye, je suis stressée, c'est dingue, j'ai pas pris les gars. je tremble. Avez-vous prévu cette nouvelle trilogie depuis le début? So, the first question is, in Shatter Me, the main character is James. Did you plan this since the first trilogy? Since the first trilogy, no. But at the end, I was always really curious about what his life might be like growing up in the shadow of, a really powerful older brother. When we, leave James at the end of the series, he's just discovered that he has these powers. He's just been reunited with his family, or, learning about his real family, and there's just so much there to explore. Alors, dès le début, non, mais à la fin de la série, j'étais très curieuse de connaître la vie de James, la future vie qu'il allait pouvoir vivre dans l'ombre d'un grand frère très puissant. Il découvre ses nouveaux pouvoirs, il découvre ses nouvelles capacités, sa famille, des informations sur sa famille, et donc c'était très intriguant de savoir ce qui allait lui arriver. Et j'ai retrouvé le bonheur de lire pour le plaisir en fait, puisque pendant toutes mes études, à chaque fois que je lisais, c'était pour analyser, disséquer des livres, et c'était pas vraiment pour le fun, pour le plaisir. Et donc j'ai retrouvé vraiment cet amour, ce plaisir de lire juste pour moi, pour faire plaisir. So I knew then, I realized then that I wanted to be a part of the industry that was responsible for getting young people to read. Et c'est là que j'ai réalisé que je voulais faire partie de ce secteur qui permettait à des jeunes de lire. Et bonjour Booktube. Alors nous sommes aujourd'hui mardi en soirée, enfin même oui on est le soir bien entamé, là il est 22h30. Je vous prends pour ouvrir ce nouveau vlog. Alors on va commencer avec plusieurs choses. Une lecture terminée, nouvelle lecture commencée, réception qui est en bas donc je vous la ferai demain. Je suis déjà descendue 4 fois, j'avais oublié le micro, j'avais oublié un livre, j'avais oublié le trépied. J'en ai profité pour me faire un chocolat chaud parce que il fait pas chaud, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, mais voilà, je suis fatiguée. Donc tant pis, la réception, on la fera un autre jour, il n'y a rien d'urgent, elle sera toujours là demain ou après-demain. Probablement après-demain. Donc on va commencer par une lecture terminée. Qui n'est autre que celle avec laquelle je vous laissais dans le vlog précédent et je ne vous en ai rien dit je crois parce que je ne l'avais pas encore commencé. J'ai donc terminé hier Love Never Fails, le side B, pardon, donc le tome 2 de Melissa Belvin. J'avais absolument adoré le tome 1, vraiment. Il m'a brisé le cœur et celui-ci aussi d'une autre manière. Ça va être très très compliqué pour ne pas spoiler, et j'ai spoilé tout ce qu'il fallait dans la voiture là ce soir parce que je suis rentrée avec Magda d'un événement dont je vous parlerai après, mais donc comme elle l'a lu, j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. Là ça va être quand même compliqué parce que je suis en vidéo, mon avis, je ferai un gros disclaimer en disant ne le lisez pas, je mettrai un paragraphe en fait sur ce que j'ai ressenti, pensé, aimé, bien aimé, voilà. Par rapport à mon avis, et ensuite je parlerai un peu plus en profondeur et donc libre à chacun de lire ou pas, mais en fait on ne peut pas parler de ce tome 2 sans spoiler quoi que ce soit. Enfin, vu comment se termine la fin du tome 1, vu le suspense sur lequel on est, on ne sait absolument pas ce qui va se passer et ce qui va advenir pour nos personnages, qui est vivant, qui ne l'est pas, je ne peux pas dire grand chose là-dessus. Donc c'est très très compliqué d'en parler.
Sachez que j'ai été très contente de retrouver le groupe Farewell, ça je peux le dire. Donc groupe dont on découvre les membres, chacun d'entre eux, ce qui s'y passe, qu'il y a des belles choses, il y en a beaucoup moins, il y en a des beaucoup moins. Je suis très fatiguée ce soir. Sachez, quand je parlais avec Magda en rentrant, les mots sortent pas dans le bon ordre de ma bouche. Voilà, la journée a été compliquée, dense, etc. Donc, il est 22h30, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Voilà, mais ça va aller. je vais m'en sortir, sinon je ne passerai jamais. Donc, je sais plus où j'en étais du coup. Je ne sais plus, qu'est-ce que je disais? Qu'on retrouve les membres du groupe Farewell, donc il y a des choses moins jolies, c'est ça que je voulais dire, donc notamment autour de la drogue, autour de choses, voilà, vraiment pas évidentes, mais qui vont avec le milieu de la musique, des dérives qu'il peut y avoir, etc. On retrouve tout ça d'une manière différente dans ce tome-là, mais c'est toujours présent comme des traces en fait qu'il y a, etc. C'est un milieu qui n'est pas sain, le monde de la musique, qui peut ne pas l'être du tout, surtout quand on se laisse avoir par toutes ces tentations et les dérives, etc. Donc on retrouve ces membres-là, on retrouve les personnages qu'on a appréciés dans le tome 1, et on va voir l'évolution notamment de Mason, parce que Mason c'est le narrateur en fait du tome 1. Dans le tome 1, il nous narre l'histoire d'Isor. Ouais, j'ai parlé du tome 1. Comme j'en avais pas parlé sur YouTube, c'est vrai que je peux faire ça en fait, pour vous donner un contexte. Et donc Isor, en fait, c'est une jeune fille qui a eu des gros soucis avec sa famille, qui a été délaissée, voire maltraitée, et donc elle décide de s'enfuir en fait avec une amie à elle. Elles vont direction l'Angleterre, je crois qu'à la base c'était juste pour aller voir un concert, etc. Et puis au final, elles vont devenir très proches de ce groupe de rock et avoir des liens très rapprochés avec les membres. Et Isor et Ebony, c'est deux fans inconditionnels de Farewell et d'autres groupes de rock. Et donc elles vont embarquer pour cette vie de rêve de prime abord, mais qui va laisser quelques séquelles à Isor. On est sur des violences psychologiques, etc. Dans le tome... Je vous spoil pas vraiment, hein, c'est vraiment le tome 1. Ce qui s'y passe, et c'est dit dans les disclaimers, voilà, en début de roman. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, donc de drogue, de violence, de malsain, enfin c'est assez malsain, mais en fait la manière dont c'est raconté, c'est absolument pas noir, et en fait toute l'histoire d'Isor, etc. nous est racontée du point de vue de Mason. Mason, c'est l'agent du groupe Farewell, et donc dans ce tome 2, c'est toujours lui le narrateur. Ça, il n'y a pas trop de spoil par rapport à la suite. On suit toujours Mason, donc, et l'évolution de son personnage. Et si j'avais adoré ses choix dans le tome 1, là, je suis pas ultra fan des choix qu'il fait. Par moments, j'avais envie de le secouer, de lui hurler « Mais non, pourquoi tu fais ça ?» Vraiment, je crois que j'ai jamais été autant frustrée par moments de certains actes d'un personnage, en fait. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, pas du tout. Ça veut juste dire que c'est pas le tournant que j'aurais aimé que prenne l'histoire, mais c'est pas une critique en fait, enfin, c'est juste parce que moi ça ne me gêne pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi quand je lis un roman, si l'histoire ne prend pas forcément l'angle que j'aurais souhaité, je vais être frustrée, je vais être énervée, mais ça veut pas dire pour autant que je n'aime pas. Ça me crée beaucoup d'émotions, et moi c'est ce que je recherche quand je lis, c'est de l'évasion et de l'émotion. Et là je peux vous dire que l'émotion, il y en a plein. On est vraiment sur du très content, très heureux à beaucoup moins d'un coup, très content, très heureux, ah bah non, toujours pas. Voilà, et ensuite quand on descend très bas, on est sur un truc, voilà. Il y a des disclaimers au début du roman, enfin des trigger warnings, je crois que c'est ça. Puis j'avais ma petite dédicace du Festival du Livre de Paris. Et je l'avais dit, j'avais très peur de découvrir ce tome 2, notamment parce que quand j'ai rencontré l'autrice au Salon du Livre de Paris, elle m'a dit « Ne me déteste pas trop s'il te plaît pour le tome 2 ». Parce que je lui ai dit déjà qu'elle avait été cruelle dans le 1, elle ne nous épargne pas dans le 2. Et dans sa dédicace, elle m'a mis « Je te souhaite une bonne lecture et bon courage ». 3 petits points, cœur. Pour ce side vie. Donc comment vous dire que moi déjà ça, bon j'avais un peu peur de ce qu'elle voulait nous emmener, et ben j'y suis allée
Et au final, je l'ai un peu fait traîner en longueur parce que émotionnellement, en vrai, c'était compliqué. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé parce que certaines personnes ont mal interprété ce que j'ai mis en story. J'ai peut-être pas été assez claire. Mais pour moi, quand je dis qu'un livre est triste, ça veut pas dire que j'aime pas, ça veut pas dire qu'il est pas bien, ça veut juste dire qu'il est triste. Et comme je le dis très souvent, moi, c'est ceux qui vont le plus me marquer, les romans tristes et qui vont me briser le cœur. Donc voilà, je suis un peu sadique sur les bords. Mais bon. Mazo sur les bords. Bref. Encore une fois, je suis très fatiguée ce soir. Bref. Je m'arrête là pour celui-ci, mais si vous aimez les ambiances comme ça, et en fait, je trouve que, parce qu'il faut que je remplisse un autre truc, justement, et je veux parler des romances à l'univers musical, c'est pas la première que je lis, et c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, qui est pas sain, vraiment, où on nous montre l'envers du décor, vraiment, qui est pas sain. Mais celle-ci, elle est singulière par rapport à la manière dont c'est raconté. On est vraiment dans un point de vue limite extérieur où Mason voit absolument tout avec les yeux du futur, plus ou moins. Parce qu'en fait, il nous raconte tout comme les éléments du passé, mais lui, il est déjà bien loin. Il connaît déjà la fin de l'histoire, en fait, quand il nous la raconte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une narration où lui, on n'est pas en train de le suivre au fur et à mesure du temps, même si c'est le cas. En fait, lui, il sait déjà tout ce qui va se passer. C'est pas le personnage qu'on rencontre à un point A qui va se rendre compte qu'il y a B et qu'il y a C. Lui, il connaît déjà toute l'histoire et il nous la raconte en mode « faut que je vous raconte l'histoire d'Isor » dans le tome 1. Je vous laisse deviner, enfin, je vous laisse découvrir ce qui se passe dans le tome 2 après, mais voilà. Déjà là, je trouve que j'en dis trop. Je ne vais plus rien dire, je vais m'arrêter là, mais si vous aimez ce genre d'univers, si vous aimez vous faire briser le cœur, et bah allez-y. Et surtout pour l'univers rock, mais j'adore. J'ai écouté la playlist toute la matinée ce matin et j'écoutais la musique de Kyo qu'on connaît, je pense tous, Dernière danse. Et j'écoutais ça ce matin et j'avais la scène qui se passe dans le roman, parce qu'en fait ce roman-là, la particularité c'est pas juste une playlist qu'il y a, c'est que chaque chanson correspond à un chapitre précis et du coup, d'habitude je fais pas ça, je laisse défiler la playlist. Là, je mets la musique en boucle pour chaque chapitre. Et en fait, vraiment, le chapitre de Dernière danse de Kyo, mais j'écoutais la musique ce matin et je me refaisais la scène, en fait, vraiment, du roman. Je peux pas vous dire laquelle parce que ce serait très spoilant, mais les paroles, tout allait hyper bien avec et je revoyais le truc et j'avais envie de pleurer ce matin et c'était voilà. Bon, sur ce, donc on va s'arrêter là pour ce roman-là et je vous parle de la soirée de ce soir. Et donc ce soir avait lieu une rencontre dédicace avec Tahereh Mafi, autrice que j'ai lue en 2012-2013, il faudrait que je retrouve... Je sais pas si je l'avais écrit dans le bouquin à l'époque. Hop, parce qu'ils sont là. Est-ce que je l'ai écrit? Non, je sens que je l'ai pas écrit. Non, je l'ai pas écrit. Punaise, il a jauni. Et encore, la lumière, elle est pas ouf. Mais à mon avis, il a bien jauni, celui-là. Puis ils étaient sous les fenêtres, ceux-là, chez ma mère, quand j'étais ado. Mais donc, moi, j'ai ma petite trilogie avec le petit tome sur Warner hors série, enfin en spin-off, on dit. Ouais, en spin-off. Donc Tahereh Mafi, qui a des couvertures très très différentes aujourd'hui. Donc à l'époque, le tome 1 ressemblait à ça. Moi, je l'ai acheté il y a un bout de temps et les grands formats à l'époque étaient à 16,95 €. Et j'ai mon... Ah bah je l'ai acheté en 2012, voilà. Donc c'est en 2012 que j'ai rencontré Tahereh Mafi, parce que j'ai ma petite pastille du SLPJ qui me dit que, voilà, je l'ai acheté là-bas. Et donc pour moi, ça c'est un souvenir de moi en 2012, qui avait... j'ai eu 18 ans en 2015. C'est le moment où les maths et moi, voilà. Et je suis très fatiguée. Donc j'avais 15 ans. J'ai mis du temps. Mais j'avais 15 ans quand j'ai rencontré Tahereh Mafi au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Donc voilà. Et j'ai eu ma petite dédicace à l'époque. J'avais fait une queue de folie. Voilà. Donc c'était comme ça. On avait pu prendre une photo, etc. Je ne vous ressortirai pas la photo parce que elle est dans mon ancien ordinateur. Je vais galérer à l'obtenir pour une photo où je sais d'avance que je vais détester la tête que j'avais à l'époque. Parce que c'était pas ma meilleure période. C'était avant que je perde du poids. C'est à l'adolescence, j'ai pris beaucoup de poids. Notamment en seconde. Et j'ai perdu en première terminale. Donc vraiment juste après. Donc je vais vous épargner
ma photo de l'époque, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, mais donc j'avais adoré, vraiment. Et là, en fait, quand l'autrice en parlait, parce qu'il y avait une rencontre, en fait, qui était animée par... alors, il y en a une qui s'appelle Dalila, et la deuxième, je ne sais pas, je suis désolée, sur le compte Viens, on lit, Instagram. Donc, c'est... toutes les deux, elles ont un compte Instagram, et elles ont un compte commun. Et du coup, elles ont... animé, j'ai envie de dire allumé, pas du tout, animé la rencontre et posé des questions à Tahiré, ma fille. Donc je n'avais pas emmené mon tome 1 parce que sinon je l'aurais fait. Je me suis un peu posé la question, je comptais le refaire dédicacé, mais on avait le droit qu'à 2 livres maximum par personne, donc je me suis dit bon, je vais emmener les tomes 2 et 3. Donc le tome 1, ça c'est le hors-série, je sais pas s'il se lit entre... Je crois qu'il se lit entre le 2 et le 3. Ça, c'est le tome 2, du coup, que j'ai fait dédicacer ce soir. Donc, les couvertures de l'époque. Et le tome 3. Voilà. Et moi, j'étais une grosse fan de cette série, qui est une dystopie, en fait, qui était vraiment dans la mode divergente, Hunger Games. Alors, différente, hein, vraiment, c'est pas du tout les mêmes univers. Mais c'était cette mode-là. Et moi, mode que j'ai adorée. J'ai pas... là, j'ai ressorti, du coup, mon journal du lycée de l'époque. Celui-ci, il est 2014 du coup. Et c'est en 2013 où j'avais dû publier justement un article sur Divergente. Je sais que je l'ai fait. Et donc dans ce journal du lycée, en fait, moi je publiais des chroniques de livres, comme c'est surprenant, et des citations. En fait, j'adorais les citations. Ce que je ne mets absolument plus sur mon compte Instagram aujourd'hui, mais j'étais férue de citations absolument pour tout. Et donc j'en avais mis une d'insaisissable que je vais vous lire, qui sort du tome 2. Alors, les jours les plus sombres, on doit chercher un coin de clarté. Les jours les plus froids, on doit chercher un coin de chaleur. Les jours les plus lugubres, on doit s'émerveiller. Et les jours les plus tristes, on doit garder les yeux ouverts pour laisser les larmes couler. Puis les laisser sécher, leur donner l'occasion de dissiper la douleur pour y voir clair et y croire encore. Voilà, j'étais une optimiste qui aimait les beaux mots à l'époque. Et je me fais beaucoup rire avec ce truc-là, parce que dans ces petites citations, il y en a que j'aime beaucoup et qui démontrent en fait déjà mes idées quand j'avais 16 ans du coup. En 2014, j'avais quel âge? 17 ans. J'avais 17 ans en 2014. Mais j'ai pas beaucoup changé. Voilà ce que je me dis. Et où juste au-dessus, du coup, il y a j'avais mis une citation des frères Scott. Toutes les filles devraient refuser les règles du jeu stupide qu'on s'impose à soi-même. Et je peux vous dire que ça, à l'époque du lycée, ça me parlait vachement. Il ne faut pas être trop grosse ni trop maigre. Il ne faut pas avoir la peau trop claire ni trop foncée. Il ne faut pas être trop délurée ni trop coincée. Pas être trop intelligente ni trop bête. Il faut être soi-même, mais tu as intérêt à être dans la norme. Voilà. Et ça, c'était dans les frères Scott, et je m'en souviens très bien, c'est dans la saison 2. Et c'est Anna, qui est un personnage que j'aime pas du tout d'ailleurs, qui dit ça. Voilà, qui était la sœur de Félix. Félix qui sort avec Brooke, et Anna, elle sort avec Lucas à un moment donné. Voilà, je connais mes classiques par cœur. Et après, il y avait un poème, ça on l'avait eu en cours, et j'avais adoré ce poème. Désolée, c'est le moment citation, écoutez, voilà, vous aurez pas ça dans tous les vlogs. Tu dis que tu aimes les fleurs, et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens, et tu les mets en laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux, et tu les mets en cage. Alors quand tu dis que tu m'aimes, moi, j'ai un peu peur. Voilà. Et j'adorais ce truc-là, et de Jean Cocteau, pardon, je sais plus si je l'ai dit, mais j'adorais ce poème. Voilà, et j'ai même... Là, je retrouve moi qui allait chercher vraiment tout dès qu'une phrase me parlait. C'était le moment où j'avais... mon code, je l'ai passé bien avant ça. Je l'ai passé, j'étais en seconde, je crois. Seconde où je l'ai passé tôt. Ma mère a travaillé dans l'auto-école, donc j'ai passé mon code très tôt. Mais j'avais beaucoup aimé parce que dans le DVD du code de la route, la dame dit « Une sage décision vaut mieux qu'une grande désillusion ». Donc c'est dans le cadre du code de la route, mais je trouve que ça vaut aussi dans la vie de tous les jours. Et j'étais un peu trop tête brûlée, donc je pense que ça m'a bien parlé à l'époque. Voilà, j'aurais dû réfléchir à cette phrase plus souvent à certains moments de ma vie. Voilà, et j'ai ma petite chronique comme ça que je peux vous montrer. Alors je vous montre pas la page de couverture parce qu'en fait c'est nos têtes des personnes qui étaient dans
le journal du lycée et je ne voudrais pas offenser qui que ce soit ou montrer une image voilà, sur mes réseaux. Je ne sais pas qui serait pour ou pas pour montrer ça sur les réseaux sociaux, donc YouTube étant quand même public, je ne vais pas le faire. Mais donc il y avait mon article, là c'est le roman, et ben je l'ai, je sais que je l'ai, il est là. Et il a pris cher celui-là, il a décoloré. Donc là ça va, mais alors là il est devenu blanc alors qu'il était encore plus jaune que ça. Hein, pour vous dire à quel point... Donc c'est celui-ci, Revanche de Kate Clark, qui est lui aussi dédicacé par l'autrice, Montreuil. J'étais très Montreuil à l'époque. Hein. Voilà, et j'avais même eu une dédicace du blogueur chez qui j'avais découvert. Voilà, quand je vous dis que j'ai toujours été dans cet univers de Bookstagram, enfin à l'époque c'était pas Bookstagram mais Booktube et Goodreads et Booknode et etc. Bah voilà, les preuves sont là, j'ai toujours été comme ça. Je vais juste essayer de cacher mon nom et donc mon article dans le journal du lycée. Voilà, c'est ce que je faisais. Déjà à l'époque, donc et pour la petite anecdote, j'étais secrétaire de la maison des lycéens, donc de l'association du lycée, et on faisait pas mal de choses, la cafétéria où il n'y avait pas de café, enfin on vendait, c'est des commandes de café, de madeleine, de petit-déj, etc. Et voilà, j'ai toujours été investie dans tout, dans tout ce que je fais, enfin peu importe les domaines où je suis. Et j'ai adoré ça au lycée, enfin voilà, participer à la vie du lycée, organiser le bal des terminales, que ce soit pour ma promo du coup ou pour la promo précédente, j'avais fait pour les deux. Et du coup j'avais participé aux 2 années, ce qui n'était pas le cas des premières à l'époque quand moi j'y étais. Et voilà, non franchement c'est des beaux souvenirs, moi, tout ça. Moi, le lycée, autant le collège, c'est pas une bonne période, autant le lycée, ça l'était. Je me suis bien épanouie au lycée et c'était chouette. Notamment parce que j'étais en terminale, en première et terminale L. Je vous raconte ma vie, là, ce soir. Waouh, c'était pas du tout prévu. J'avais prévu de faire vite et d'aller prendre ma douche pour aller me coucher, mais c'est pas grave, parce que j'ai hâte d'être dans mon lit. Mais donc, voilà, j'étais en L et qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin, c'était une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que ce que j'avais au collège. Et j'étais avec des gens qui avaient les mêmes envies que moi. Et bon, alors sur la maison des lycéens, il n'y avait pas que nous. Mais il y avait quand même pas mal de personnes qui venaient de L, je crois. Je ne sais plus. Je vous avouerai. Mais je crois qu'on était quand même nombreux et dans le même groupe d'amis, en fait. Donc ça, c'était chouette. Et voilà. Voilà. Et ça m'a bien servi, si jamais vous êtes au lycée, sur mon CV aussi, d'avoir participé à la maison des lycéens, parce que ça montre un engagement et des élèves déterminés et qui aiment bien faire des choses et travailler, etc. Et donc ma nouvelle lecture, j'ai débuté aujourd'hui Russian Mafia, donc le tome 1 d'Emma Bardio, qui est publié chez BMR. Alors je ne savais pas, je savais que c'était sombre, mais je ne savais pas que c'était classifié en dark romance. C'est le cas, j'ai lu au début, c'est écrit très clairement, et j'en suis à la page 105, et bah pour l'instant moi j'aime bien, et je vais vous dire, c'est pas pire qu'un polar en fait, parce que j'ai vu que certaines personnes, j'ai regardé un peu les avis Babelio, qui sont globalement bons, et il y a une personne qui disait qu'elle avait arrêté, parce que pour elle c'était trop violent, que c'était pas son univers, etc. Donc, et qu'elle a arrêté à la page 150. Donc moi, dès la page... ce matin j'avais lu 2-3 chapitres, je crois que je me suis arrêtée à la page 40 dans le train. Il y avait déjà de la violence, mais ça m'avait pas du tout plus choquée que ça. Parce qu'en fait, quand on lit du polar thriller, bah, ça peut être bien pire. Vraiment bien pire que ce qu'il y a là-dedans. Alors certes, on n'est pas sur du cosy, douillet ou quoi que ce soit, mais... Moi, ça me choque pas, à voir, parce que je discutais du coup avec Doris du compte My Little Book 13 ce matin, du coup par rapport à ça, la dark romance, etc. Et je lui disais, moi, du moment qu'il n'y a pas de souci de consentement et de choses comme ça, je ne pense pas que ça me dérange, parce que les univers sombres avec le polar, je pense que j'en ai mangé quand même pas mal, notamment là, les cicatrices, je peux vous dire, de Claire Favant la semaine dernière, c'était sombre. Donc écoutez, à voir, à tester. Parce que là, effectivement, les trigger warnings, c'est violence physique, description de blessures, torture, meurtre. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil pour une lectrice de polar. Donc écoutez, on verra. Moi, j'aime bien. On est dans une...
une guerre, c'est pas une guerre, c'est pas une querelle, c'est bien plus que ça, mais un affrontement, mais c'est pas vraiment ça, entre la mafia italienne et la mafia russe. Une famille italienne envoie, donc le parrain de cette mafia-là, envoie sa fille pour intégrer, infiltrer la mafia russe et essayer de tuer leur chef. Voilà, en gros. On a plusieurs points de vue. Je ne suis pas encore au point de vue du chef russe, mais de deux personnages. J'ai déjà eu le point de vue de deux personnages. Alors moi, ce qui m'a perturbée, c'est le prénom de la fille. Elle s'appelle Sergueï. Alors pour moi, Sergueï, c'était un prénom russe et d'homme. Et bah là, c'est pour l'italienne et féminin, du coup. Donc ça me perturbe. J'étais persuadée, et j'ai regardé sur internet, et ils mettent juste... j'ai pas eu trop le temps de m'atteler à la question aujourd'hui, mais... Sur internet, ils mettaient juste origine latine, etc. Mais on ne sait pas si c'est plutôt utilisé en Russie, en Italie, voilà. Mais j'aurais vraiment pas pensé italien, pour moi c'était russe, mais je me trompe peut-être totalement. Je suis pas vraiment calée en culture russe. Voilà, donc écoutez, je vais aller continuer ça. Là, je vais aller du coup prendre ma douche, me mettre en pyjama et sous ma couette, et puis essayer, j'aimerais bien, mais je sais pas si ça va être faisable ce soir, arriver à la page 150 avant d'aller me coucher. Donc voilà. Comme là, il doit déjà être 23h, vu que ça fait 23 minutes que je vous parle, à voir. Donc sur ce, je vous laisse là, je vous retrouve dans la semaine, et je vous dis à plus tard. Bonjour Booktube, alors je vous reprends aujourd'hui, nous sommes samedi, après un faux départ parce que j'ai filmé pendant 1 minute 30 sans mon micro. Tout est branché et j'ai juste laissé poser le micro sur la table, ce qui ne marche pas trop, enfin on m'entendait mais on m'entendait de loin. Donc je vais la refaire et je peux pas l'accrocher à mon pull parce qu'il est trop fluffy, enfin ça tombe. Voilà, bref. Donc je vais être obligée de le tenir pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Que malheureusement cette semaine, j'avais pas autant lu que ce que j'aurais espéré. Donc je vais vous présenter 2 lectures en cours. Parce qu'en plus, la semaine étant dense, etc., et je m'y attendais, j'ai pas eu une autre meilleure idée que de commencer un pavé, mais j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit tant pis, je le sors, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai d'autant plus cette impression de ne pas avoir lu et de ne pas avoir avancé. Mais c'est pas grave, on fait comme on peut, parfois, c'est pas toujours évident, et voilà. Donc je vais revenir déjà sur la soirée, alors je ne sais même plus quel jour c'était, je crois que c'était mercredi, en compagnie de Ragnar Jonasson. Donc on a été invité, alors moi c'est Magda qui m'a invité en plus, hein, et on a été invité dans une librairie café à la Moitrieuse, c'est pas très loin de Place des Vosges à Paris, et donc c'est pour son nouveau roman, donc, qui est le tome 2 d'une nouvelle trilogie, mais qui est une série spin-off de La Dame de Reykjavik qui est en cours chez moi. J'ai lu les 2 premiers tomes de La Dame de Reykjavik, j'ai le 3e dans ma palle et ça m'a rappelé qu'il était temps que je le sorte. Et donc ça, c'est le 2e tome de sa nouvelle trilogie, donc Un calme blanc. Et le 1er tome, je crois que c'est La mort en blanc, je ne l'ai pas sorti, il est dans ma palle pour le coup. Hop, c'est pas évident à une main. Surtout que je n'ai pas de table, c'est sur mes genoux. Je voulais regarder s'il y avait... Ouais, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors, trilogie La Dame de Reykjavik. Donc le tome 1, c'est L'île au secret. Le tome 2, La dernière tempête. Et le tome... Non, c'est ce que je me disais, c'est pas très logique. Non, je la refais. C'est dans le sens inverse qu'il faut lire. En fait, il faut aller du bas vers le haut. Voilà. Donc La Dame de Reykjavik, je me disais, le tome 1 s'appelle La Dame de Reykjavik, c'est pas grave. Mais ils sont pas du tout dans l'ordre. L'île au secret, c'est le tome 2. Et La dernière tempête, c'est le tome 1. Le tome 3. Pardon, parce que comme c'est pas dans l'ordre, là, ça me perturbe. Et en année de publication, c'est logique. Pourquoi ils sont dans cet ordre-là ? Ça voudrait dire que j'ai pas lu dans l'ordre ? Il faut que j'envoie un message à Magda. Il faut que je lui demande, parce que là, je suis perturbée. Bref, c'est pas grave. Bon, donc,
Oh, j'avais pas vu, il a écrit, on a eu une petite dédicace du coup, et il a fait la dédicace en français, alors qu'il parle pas français. Inès, merci de lire mes livres. Ragnar Jonasson. Trop gentil. Bon, du coup, vu que c'est un tome 2 d'une trilogie spin-off, on va partir du point que tout le monde ne l'a peut-être pas lu, donc je ne vais pas le lire, le résumé, et pour ne pas spoiler. Mais donc cette soirée, elle était super. Donc il y avait Ragnar Jonasson. Ce que j'aime beaucoup chez les auteurs nordiques, c'est qu'ils parlent tous super bien anglais. Donc en fait, c'est hyper chouette pour en avoir rencontré plusieurs lors des Quais du Polar, 3 ou 4. Là, du coup, Ragnar, pour moi, c'est le 5e, si je me trompe pas. Et ben, ils parlent tous super bien anglais. Donc il y a juste un traducteur anglais pour pouvoir... que tout le monde puisse comprendre si tout le monde n'a pas les mêmes acquis en anglais. Et c'est hyper chouette. Et puis voilà, mais du coup c'est beaucoup plus facile d'échanger avec eux parce qu'on peut leur dire certaines choses, etc. Et on peut suivre quand même la conversation, ce qu'ils disent, etc. Donc c'est quand même chouette que quelqu'un dont on ne connaît absolument pas la langue. Voilà, donc c'est quand même appréciable. Ils ont un très bon niveau d'anglais, pour le coup, les pays nordiques. Par rapport à ce roman-là, donc c'était sous format comme au Quai du Polar, la soirée La Martinière que j'avais fait, si vous vous souvenez de mon vlog. Donc la maison d'édition avait préparé des cartes avec des questions que les lecteurs avaient pu envoyer en amont. Et il s'agissait de tirer des cartes au sort pour ensuite poser ces questions à l'auteur. Donc les questions, il y avait un peu de tout, c'était notamment sur les projets, sur les secrets d'écriture, et la 3e catégorie, je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant. Il a pu parler de plein de choses dans ses rituels d'écriture, dans sa manière de fonctionner, par rapport à Agatha Christie, où c'est un grand fan. Donc Magda lui demandait notamment s'il avait prévu quelque chose pour les 50 ans du décès d'Agatha Christie qui arrive bientôt. Et donc il y a quelque chose de prévu en Islande, avec un salon dédié. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Parce que du coup, c'était il y a 3-4 jours, donc mon cerveau, a vécu plein de choses depuis. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Il nous a aussi notamment parlé de ses projets d'écriture, du coup, notamment avec l'ancienne première ministre, si je ne dis pas de bêtises, c'était ça, islandaise, avec laquelle il a écrit un roman qui était Reykjavik. Et donc, il y a un autre projet d'écriture qu'ils écriraient tous les deux. Voilà, donc moi, je suis très très curieuse, puis avec ce que m'en a dit Magda, avec tous les post-it qu'elle avait mis et tout, on a discuté de ça pendant la soirée. J'ai vraiment hâte d'y retourner, et il faut absolument que je sorte La Dernière Tempête, du coup, qui est le tome 2 ou le tome 3, je ne sais plus, à force, je suis perturbée, mais pour moi, c'était en plus, La Dernière Tempête. Le mot « dernière » fait penser au dernier tome, on est d'accord. L'île au secret, c'était le 2, et la Dame de Reykjavik, le 1. Pour moi, c'était ça. Il faut que je vérifie tout ça. Mais donc, voilà, je vais aller lire ce tome 3 prochainement. Et voilà, pour ensuite lire La Mort en blanc et celui-ci. Voilà, je le montre un peu mieux parce que j'arrête pas de le bouger dans tous les sens. Hop. Et on a eu un petit fascicule, La Martinière littérature, donc qui fait 10 ans. Et donc, alors je les prends pas toujours, mais là ça m'intéressait parce que j'ai pas eu trop le temps, et je l'ai toujours pas fait d'ailleurs, de le feuilleter. Donc il y a un mot des 10 ans et des témoignages. Voilà. Bon écoutez, je regarderai ça prochainement. Ah puis j'ai vu Poissy. Ouais, libraire du Pinceret à Poissy. Je crois que j'y suis allée à cette librairie-là pour une dédicace de Claire Norton en plus. Voilà, donc pour la soirée, Ragnar Jonasson. Ensuite, sur les réceptions. Alors, vous le savez, je pense, dans le cadre du prix HarperCollins catégorie noire, donc le prix des lecteurs 2026, où je fais partie des membres du jury cette année, cette semaine, j'ai reçu un nouveau roman dans le cadre de ce prix-là, et je suis très contente parce que c'est Cédric Cyr, donc de Fièvre et de sang, qui est une réédition. Alors, il a été publié, je crois, en 2010, j'avais un peu feuilleté hier, 2010-2012, en tout cas dans ces années-là, donc c'est un de ses premiers romans, je crois. Et je suis très très curieuse parce que moi, pour le moment, je n'ai lu que son dernier publié chez Michel Lafon cette année, que j'ai beaucoup aimé, et je suis très curieuse de savoir ce qu'il a pu proposer avant. Et c'est un auteur qui n'a quasiment que des éloges, hein, Cédric Cyr. Moi, j'en entends que du bien. C'est des pavés, mais c'est des page-turners, donc on adore. Et voilà, donc je vous lis la 4e de couve cette fois-ci. Il semble se nourrir de sang. Au cœur des forêts ariégeoises, les monstrueux frères Salaville ont massacré des dizaines de victimes. Le duo d'enquêteurs, nouvellement formé par Eva Svarta et Alexandre Vauvert, se confronte cependant à un phénomène défiant toute logique. Malgré la résolution de l'affaire, les meurtres continuent. Les corps sont à chaque fois retrouvés vidés de leur sang.
L'instinct hors norme de Svarta, associé aux méthodes peu conventionnelles de Vauvert, vont les mettre sur la piste d'un meurtrier insoupçonné et terrifiant. Ensemble, ils devront aller jusqu'aux frontières de la rationalité, où la part d'ombre qu'Eva porte en elle causera sa perte ou lui sauvera la vie. Maître du thriller, Cédric Cyr nous entraîne aux côtés de Svarta et Vauvert dans une course-poursuite à vous glacer le sang. Et c'est une série, je sais pas combien de tomes il y a exactement, mais j'ai regardé un peu sur Booknote hier, je crois qu'il y en a au moins 3. Voilà, je suis très très curieuse de le découvrir et je me dis que vu la thématique qui fait un peu penser vampire, etc., le fait qu'ils soient vidés de leur sang, bah ça me fait totalement penser à la vibes octobre et Halloween, donc je suis très contente de le recevoir ce mois-ci, ça va être parfait. Ensuite, j'ai reçu un nouveau roman qui va être publié chez les éditions Studio Fact, qui m'ont contacté pour me le proposer. Alors, c'est La montre d'Hitler, d'Yves Azerwal et Christophe Barbier. Donc dans la catégorie roman, il est à apparaître le 17 octobre, celui-ci. Pour De fièvre et de sang, j'ai pas trouvé l'info parce que c'est pas sur le compte Harper, c'est pas sur internet parce qu'il a déjà été publié en fait plusieurs fois sous plusieurs formats, donc en fait j'en ai aucune idée. Voilà, pour la petite aparté. Peut-être qu'il est déjà sorti tout simplement. Donc on revient à celui-ci. Donc celui-ci c'est le 17 octobre. Et puis je vais vous lire la 4e de couve. Alors, Paris 1990. Mia Azerbier, comédienne en devenir, vient d'enterrer son grand-père Edmund, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Par testament, elle reçoit un étrange héritage, une pendulette de son enfance, la montre personnelle d'Adolf Hitler, disparue dans le chaos de 1945, et le journal codé d'un certain Julius Straub, aide de camp du Führer. Mais la montre reste introuvable et d'inquiétantes convoitises s'éveillent autour d'elle. Berlin, la même année, Hans Straub, étudiant, tente de renouer avec son grand-père Julius, ex-officier nazi, tout juste libéré après 45 ans derrière le rideau de fer. Hans, l'espère repenti, je me dis c'est bien. Mais d'autres, bien moins innocents, s'intéressent aussi à se rescaper du Troisième Reich. Bientôt, les destins de Mia et de Hans s'entrecroisent. De Paris à Berchtesgaden, d'un château en Pologne au coffre-fort d'une banque suisse, les deux jeunes gens sont pris dans une course-poursuite. Qui pourrait les mener au trésor du Reich? Mais la pieuvre du néonazisme rôde. Jusqu'où iront-ils pour empêcher le retour des ténèbres? Voilà, désolée, j'ai bugué sur plein de mots là. Mais très curieuse. Très très curieuse. Autant parfois j'en ai un peu marre des romans sur la Seconde Guerre mondiale, autant là je suis très intriguée. Donc écoutez, pareil, il sera lu dès que je peux, le caser. Voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. Et la dernière réception, pareil, qui va être lue, il faut qu'elle soit lue ce mois-ci, je crois. Bref, il faut que je vérifie les dates de tout ça. Donc, celui-ci, il sort le 16 octobre. J'essaye de déplier tout ça. De toute façon, comme j'ai qu'une main aujourd'hui, c'est complicado. Je vais pas lire ça, je vais lire la 4e de couve. Donc, il sort le 16 octobre, il fait 408 pages et il est au prix de 20,95 €. Donc, c'est La poussière des morts, de Cécile Cabannac, donc son nouveau roman. J'ai terminé la trilogie cet été, donc de Virginie Sevran, voilà, qui est Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant et La petite ritournelle de l'horreur. Donc là, on a reçu le petit marque-page qui va avec. J'adore quand Michel Lafon nous fait ça. C'est quasiment à chaque fois, j'ai l'impression. J'ai un doute, mais j'ai l'impression qu'honnêtement, ils nous mettent des marque-pages à chaque fois. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Sous sa carapace de normalité, sommeillait une bête prête à la déchiqueter. Mais qui savait de quoi elle était aussi capable? Dans une maison abandonnée, un jeune adepte d'Urbex découvre le corps d'un homme décharné et ligoté. L'autopsie confirme qu'il est mort de faim, après un long calvaire, et révèle un étrange message contenu dans son estomac. L'éternité aux élus. Commence alors un jeu de pistes aux ramifications tentaculaires qui nous entraînent dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Cécile Cabannac est l'autrice de 5 thrillers très remarqués. Dans La poussière des morts, son nouveau roman, elle excelle dans l'art d'entrecroiser les destins et dénonce les ravages de la solitude qui peuvent faire de nous aussi bien des bourreaux que des victimes. Voilà. Je suis très curieuse et encore une fois, il sera lu prochainement. Alors là, vous avez un vlog où j'ai lu plutôt de la romance cette semaine. C'était pas... dont une qui est quand même assez sombre. Mais je risque de repasser en mode thriller parce qu'en fait, après Les cicatrices, j'avais besoin d'un truc un peu plus
moins glauques, et au final j'ai été dans des romances qui étaient très sombres, voilà. Mais là j'ai envie de thriller, enfin ce mood automnal, là hier où il faisait froid, brumeux, etc. cette semaine, il faut absolument que je repasse en thriller après. Je ne sais pas encore lequel, enfin non, je voulais lire 1 ou 2 SP que j'ai reçus qui sont pas des thrillers, donc je vais peut-être essayer d'entrecroiser un peu tout ça, à voir. Mais donc semaine prochaine c'est sûr il y aura au moins un thriller. Et je dis ça, mais là je vais vous en présenter un quand même. Donc je suis toujours dans ma dark romance, qui franchement pour moi n'est pas si dark, enfin c'est pas plus dark qu'un thriller quoi. Certes, on est avec une assassineuse en fait de la mafia italienne, et là qui travaille pour la mafia russe en gros. Mais pour moi c'est pas pire que la série télé que j'ai pu voir, La Reine du Sud, justement sur les cartels, etc. Alors là on était plutôt au Mexique, mais pour moi c'est similaire à ça en fait. Il n'y a pas de choses bizarres, de soucis de consentement. Pour l'instant, il n'y a même pas... Enfin, je suis à la page 320. Et il n'y a pas de scène explicite. Enfin, très peu, quoi. C'est très, très léger. Par contre, c'est similaire à un polar sur tout ce qui est gore, meurtre... voilà, enfin, torture des fois parce que, j'allais dire, il y a besoin, entre guillemets, mais parce qu'on est avec de la mafia, quoi. Enfin... Du coup, moi, je suis pas du tout choquée par ça. Donc, à voir la suite, mais pour l'instant, pas choquée. J'aime bien le personnage, du coup, que je vous disais, justement, de Sergueï, qui se fait appeler Katerina lorsqu'elle est avec les Russes. Et donc, elle est totalement en infiltration chez eux, elle doit les assassiner, etc. Alors, il y a peut-être quand même quelques longueurs, mais c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai lu que 300 pages sur une semaine. Donc voilà. Mais moi, pour l'instant, j'aime bien. Et ensuite, j'ai repris parce que je l'avais commencé au moment des quêtes du polar et je l'avais mis de côté parce qu'il y avait d'autres choses plus urgentes. J'ai repris Hildur et cette fois-ci en audio et j'aime beaucoup. Donc j'avais déjà mis des petits post-it, là j'ai réussi à en remettre un hier avec l'audio. J'aime beaucoup beaucoup ce polar où on est avec une autrice finlandaise qui est expatriée en Islande. Et donc, elle nous donne ce double point de vue entre l'Islande et la Finlande avec des choses sur le tricot. Là, on a un flic homme, du coup, qui tricote, qui est finlandais. J'ai noté une petite citation par rapport à ça hier. Hop, si j'arrive, voilà. Toujours mon problème d'une main. Et donc Jacob, il n'est pas flic d'ailleurs, je dis une bêtise. En Finlande, le tricot, ce n'est pas vraiment une activité d'homme, donc je suis habituée à ce qu'on me regarde, mais ça m'aide à ordonner mes idées. C'est un bon contrepoids face à tout ce qui est difficile dans la vie. Et je suis d'accord, parce que moi, il y a eu un moment donné où le tricot m'a fait beaucoup de bien pour ça, et ça m'aidait à me vider totalement la tête, en fait. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette histoire. On est avec une enquête, là où la scène où j'étais ce matin, donc on a des meurtres, et je sais pas trop, en fait, si c'est spoilant ce que je vais vous dire. Il y avait un souci d'enlèvement d'enfants par le père avec la mère, etc. Mais ce qui est vraiment le gros point positif, je trouve, c'est... Hildur, le personnage, je l'aime beaucoup, donc c'est une policière. Et ce comparatif entre l'Islande et la Finlande. Et je vais m'arrêter là pour ce vlog-là, parce que malheureusement, mon samedi est chargé, que je suis déjà, à mon avis, en retard, que je vais me faire engueuler en arrivant parce que je suis en retard. Et voilà, faut que je fasse mes affaires. Là, je vais prendre mon PC avec moi pour aller faire du montage chez Pierre-Paul Jacques, en gros. Et voilà, pour que vous ayez ce vlog dimanche matin. Bon, j'espère qu'il vous aura plu quand même, malgré le fait qu'il soit pas exactement comme d'habitude et comme j'aime le faire, c'est-à-dire avec des lectures, beaucoup d'avis lecture, etc. C'est un peu plus décousu cette semaine, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine, passez de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, et puis on se retrouve dimanche prochain, je pense, sur YouTube. À très vite!